Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement au monde de l'art. Nous allons, dans le cadre de ce panel, nous intéresser au regard que portent les artistes de la création contemporaine africaine sur cette question majeure, mais surtout nous allons nous intéresser à la manière dont ils le mettent en forme et en action à travers leur engagement, leur production artistique, leurs projets et initiatives personnelles. Alors, nous venons de visionner le court-métrage de Nadine Otsobongo, le court-métrage Tout est lié, qui a été produit par l'association Africlap, mais aussi par la direction de la culture scientifique de Toulouse Métropole. Ce court-métrage est très évocateur puisqu'il aborde les questions environnementales. Il a une particularité, c'est qu'il est destiné au jeune public. Nous aurons l'occasion d'en discuter, notamment avec le producteur de ce court-métrage qui devrait nous rejoindre d'ici quelques minutes. En quelques mots, j'aimerais vous présenter Nadine Otsobongo. Alors Nadine Otsobongo, le court-métrage que vous venez de voir reflète son engagement de très longue date sur les questions environnementales. Ce court-métrage instaure également une réflexion sur l'éducation des jeunes générations sur ces questions d'ordre majeur. Son travail lié à cette thématique de la nature et de l'environnement a été récompensé à plusieurs reprises, notamment par l'Académie des Césars en 2013. Et elle a fondé il y a presque 10 ans le festival Masuku, qui accueille des réalisateurs du monde entier qui traitent dans leurs œuvres cinématographiques de la nature et de l'environnement. Alors malheureusement, le festival se tenant, ou débutant plutôt, à partir de demain, elle ne pourra pas être présente, mais nous avons la chance de pouvoir accueillir sur ce panel en virtuel le producteur du film et fondateur de l'association Africlap, Bertrand Diatang. Alors, je ne sais pas s'il est encore il est en ligne avec nous, Maryse. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, moi je vous propose dans ce cas d'accueillir sur ce panel M. Barthélémy Togo et M. Jean Servet-Saumian. Aucun souci. Merci à vous, messieurs, de nous avoir rejoints. Mesdames et messieurs, nous avons l'immense honneur d'accueillir sur ce panel Barthélémy Togo. Vous êtes un artiste majeur pluridisciplinaire d'origine camerounaise. Vous êtes connu et reconnu à travers le monde pour vos œuvres picturales, vos installations, vos performances, mais aussi pour votre travail artistique autour de la photo, de la vidéo, la gravure et le dessin. Vous avez étudié à l'École des Beaux-Arts d'Abidjan, puis à l'École supérieure d'art de Grenoble, et enfin terminé par l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf. Parmi les distinctions que vous avez reçues, on peut noter que vous avez été nommé chevalier des arts et des lettres en 2011 et plus récemment, ce qui est très important pour nous, pour le continent, particulièrement artiste pour la paix par l'UNESCO en 2021. Je vous ai présenté correctement ? Merci. Il y a beaucoup de distinctions que vous avez reçues et c'est vrai qu'il a fallu en choisir quelques-unes. Monsieur Togo, votre démarche artistique est très empreinte d'un engagement pour les grands enjeux problématiques de ce monde, si je puis dire. J'ai une question pour vous. La thématique de ce panel étant l'art engagé au service du développement, l'artiste doit-il s'engager au service du développement durable, selon vous? Bonjour à tous.
Je suis ravi d'être sur ce panel et qui parle du changement climatique. C'est un sujet qui m'a préoccupé depuis mes débuts dans les années 90, sachant que je sors de l'école d'Abidjan en 1993 avec un art très classique. Je me suis dit qu'il fallait aller voir ailleurs. C'est comme ça que j'atterris aux Beaux-Arts de Grenoble, qui était une école d'avant-garde en France. Et je laisse de côté la peinture, la sculpture, pour embrasser la vidéo, la performance. Mais en 1990, quand je termine l'enseignement secondaire au lycée, je découvre le discours d'Albert Camus de 1957 qui parle du rôle de l'artiste dans la société. Et ce discours, il est sur Google. Il faut l'écouter. Il est fabuleux. Il parle du rôle d'un artiste dans la société. Et quand je, je, je me dis, j'ai lu ce discours, je dois avoir un rôle dans notre société, j'ai compris qu'il me fallait être actif sur le continent et produire des projets concrets. C'est pour ça que très vite, je quitte mon atelier à Paris, je rentre au Cameroun, monter le projet de Banjul Station. Parce que pour moi, pour remettre quelque chose à l'Afrique, pour redonner quelque chose à l'Afrique, il fallait que je sois sur le continent pour redonner cela à l'Afrique, tout ce que j'ai appris en Occident, et que je puisse redonner ça à ma communauté. C'est un appel d'ailleurs que je fais très régulièrement quand j'interviens, que si la diaspora pouvait un jour rentrer en Afrique, faire des choses en Afrique, c'est comme ça qu'on va relever ce continent. Et moi, je me suis senti capable dans le domaine de la culture. J'avais des compétences de 4 années des Beaux-Arts d'Abidjan, 4 années des Beaux-Arts de Düsseldorf, 2 années de la Kunst Academy, ça fait 10 années. Puis les expositions au Centre Georges Pompidou, au Louvre, à Miami. Et je me suis dit, tout ça, il fallait redonner, il fallait rentrer dans son pays. Je suis rentré au Cameroun, j'ai bâti le projet de Banjul Station, qui était un projet culturel. Mais très vite, j'ai compris qu'il fallait que j'associe derrière ce projet culturel un autre projet agricole pour la société, la qualité de ce qu'on mange et sauver la graine, les dernières graines qu'on peut avoir en Afrique, parce que le semencier et la grande structure américaine Monsanto donnent des graines aux agriculteurs français et ils sèment ces graines, ils récoltent, mais ces graines ne peuvent pas servir pour l'année prochaine. Et du coup, il y a des maïs, des maïs qu'on envoie en Afrique, je crois par Monsanto aux États africains, on distribue aux mamans et toutes les mamans récupèrent ça gratuitement. Le gratuit est est la bienvenue en Afrique. Et les mamans sèment ça, mais l'année prochaine ne pourront plus ressemer ces mêmes graines. Et nous, on a des anciennes graines que nos mamans ont utilisées depuis ma naissance. Et donc, à Banjul Station, ce projet agricole avait une mission de sauver la graine et de redonner cette graine que nous avons aux mamans pour qu'elles puissent ressemer chaque année. Et voilà comment petit à petit, je suis rentré dans le domaine agricole pour, pour ce projet. Excusez-moi, c'est un peu long, mais... Non, pas du tout. J'allais absolument pas. C'est particulièrement intéressant et c'est ce que je souhaitais souligner sur ce panel et informer d'une certaine manière l'audience. Monsieur Barthélémy Togo a créé en 2008, si je me trompe. Disons en 2000. 2000, très bien. Le projet de Banjul Station, comme il l'a mentionné, qui vise à encourager l'art contemporain et la création. Mais ce projet, il a une particularité, parmi tous les projets de centre d'art que l'on peut connaître, c'est qu'il intègre une ferme biologique.
Et donc, voilà ce que présentait Monsieur Togo. Et c'est ce sur quoi nous souhaitions aussi développer, avoir votre regard, connaître votre motivation, parce que c'est vrai que c'est particulièrement singulier dans le cadre de la création d'un centre d'art. Qu'est-ce qui vous a motivé? Ce qui m'a motivé, c'est que je me sentais quelqu'un qui était dans une situation d'obligation de redonner quelque chose à l'Afrique. Avec tout ce que nous, on a comme ce qu'on a acquis en Occident, il faut redonner. Je pense à un artiste anglais, Gilbert and George, qui parle de giving person, la générosité d'un artiste, le fait de redonner. Et moi, qu'est-ce que je redonnais à l'Afrique? Qu'est-ce que je donne à ce continent d'où je viens, qui est dans une situation de détresse parfois, mais où il faut apporter sa connaissance pour relever. Vous savez, le Vietnam a complètement créé une structure pour les Vietnamiens en exil de revenir dans cette structure et redonner quelque chose au Vietnam. Et c'est comme ça que les pays asiatiques se développent très rapidement. Vous savez, la Corée du Sud, en 1960, la Côte d'Ivoire, le Cameroun aidaient la Corée, la Chine. Le président Amadou Ahidjo a aidé la Chine. Mais la Chine est où aujourd'hui? Et donc, je me suis dit qu'il faut laisser certains discours de nos grands frères et passer à l'action. Et moi, je viens du monde de l'art, du milieu de l'art. J'ai des compétences là-dedans. Je vous ai parlé de 4 années à l'école des beaux-arts d'Abidjan. Absolument. 4 années à l'école des beaux-arts de Grenoble. Ça fait 8 ans. 2 années à Düsseldorf. Ça fait 10 ans. Mais les 10 ans là, Barthélemy, qu'est-ce que tu redonnes à l'Afrique? La générosité doit être une chose très importante. Le fait de redonner à quelque chose d'où on vient. Et sur tout le continent africain, on doit être généreux. Nos frères qui ont étudié la médecine, la sociologie, dans le domaine du sport, en Europe, doivent revenir en Afrique et redonner quelque chose à ce pays, à ce continent. Même si on est médecin, on a été formé à l'école de médecine, d'où je ne sais pas, et qu'on rentre dans son pays sous un arbre, on peut créer un cabinet médical sous un arbre, recevoir des gens en consultation sous un baobab. Recevoir les gens sous un baobab en consultation et sauver les gens et redonner quelque chose. Il faut redonner. Redonner ne veut pas dire seulement de l'argent. Oui. Non, c'est le knowledge qu'on a eu à accumuler. Et moi, je suis dans ce discours-là, dans tous les domaines, tous les Africains qui brillent, qui ont des compétences en Occident doivent redonner quelque chose à ce continent. Et peut-on considérer dans cette mesure que Banjo Station est une forme aussi d'appel aux artistes diasporiques, finalement, de pouvoir redonner, comme vous dites, quelque chose à l'Afrique, comme vous le faites si bien? C'est un projet concret, oui, mais qui a coûté beaucoup d'argent. Ce n'est pas tout le monde qui a des compétences qui aura cet argent. Moi, je viens du milieu de l'art. J'ai fait un art et dans les années 93 et l'an 2000, ça commençait à entrer dans les galeries, dans le marché de l'art. Oui. Et je me suis vu gagner beaucoup d'argent chez des galeristes. Mon travail en l'an 2022 coûte très, très cher aujourd'hui. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec tout cet argent? Je vais m'acheter une Jaguar, j'en ai acheté. Je vais m'acheter, c'est pas ça qui est important. Absolument. Il fallait que je rentre, monter un projet concret sur le continent africain. Mais les autres Africains qui n'ont pas cet argent, et bien qui ont des compétences dans la tête, peuvent savoir comment redonner pour eux à l'Afrique. Et moi, j'ai bâti ce projet parce qu'il fallait des lieux pour des jeunes artistes pour venir montrer leurs travaux. Banjo Station est ouvert aux artistes africains. Oui. C'est pas un ghetto des artistes africains. Non, non. C'est un lieu qui est très ouvert, même aux scientifiques, aux chercheurs, aux sportifs. Donc, Banjo Station est un exemple concret, oui, en fait, pour répondre à votre question. Parce qu'il faut être concret. Et donc, celui-là, il fallait être concret et je l'ai bâti, mais j'ai associé à cela, comme je vous ai dit, un autre projet agricole. Donc, quand je ne suis pas au musée, quand je ne suis pas à Banjo Station, je suis dans les champs pour planter les bananes, pour planter le maïs,
le haricot, et ainsi de suite, qui est très riche en protéines. Et surtout, la citation de Léopold Sédar Senghor, qui parlait qui avait un discours sur la situation des agriculteurs africains. Ils sont pauvres parce que les prix des matières premières sont fixés par l'Occident. Et je me suis dit, est-ce que cette citation ne peut pas être un exemple pour un artiste de monter un projet critique et de planter lui-même son propre café? Et on a fait une plantation de 2 hectares de café, aligné le café, planté l'arabica. On a attendu 4 années. On a récolté le café. On a pressé le café, séché ce café. On l'a torréfié à Bafoussam, c'est à 4 km de Banjul. Et on a fabriqué des emballages écologiques avec une lithographie. D'accord. On a emballé ce café. Et ce café existe aujourd'hui, existe. Et c'est nous qui l'avons produit. Et c'est nous qui fixons le prix de ce café. Oui, il y a une forme à travers ce projet, de ce que j'avais. Oui, bien sûr. On peut applaudir effectivement la démarche qui est plus qu'honorable et qui est à valoriser. Et de ce que j'avais pu lire et comprendre de ce projet, il y a aussi une forme d'autosuffisance, ce qui est particulièrement important dans le cadre de la thématique que nous abordons aujourd'hui. Vous venez d'expliquer que ce projet est un projet particulièrement abouti puisqu'il couvre toute la chaîne de valeur de la production de café et de façon artisanale. Et je crois que aujourd'hui, nous avons un très, très bel exemple de l'art engagé au service du développement durable. Et en tant qu'Africains, nous devons aussi vous remercier pour cette démarche qui existe et perdure. Merci à vous, Monsieur Togo. Merci. Merci. Je passe à vous, Monsieur Jean-Servé Sommian. Vous êtes un artiste contemporain ivoirien et compté parmi les plus grands designers africains. Vous exposez partout dans le monde, Art Basel en Suisse, le Grand Palais à Paris, Milan, Dakar, Londres, Dubaï, Casa, Abidjan bien sûr, et d'autres capitales du monde. Votre travail autour du bois de coco a été particulièrement remarqué, bois de coco et autres résidus aussi, je tiens à le préciser. Et ce travail a participé à votre renommée internationale. Vous avez fait vos classes au Centre de menuiserie et ébénisterie Georges Gandour, à Abidjan, au Centre artisanal de Grand Bassam, mais aussi à Lausanne, à l'agence design et conception Daniel Beck, si je ne me trompe. En 2018, vous avez fondé votre studio de design à Grand Bassam où vous vivez et travaillez. Et enfin, à saluer également, en 2013, vous a été décerné le prix Archibald Design. Monsieur Sommian, votre démarche de tout ce que j'ai pu lire et des différentes recherches que j'ai pu mener récemment, le surcyclage, qui est cette notion de donner une seconde vie à des matériaux, et ainsi que l'économie circulaire, font partie intégrante, ou en tout cas sont au cœur de votre pratique artistique. Le design peut-il être un catalyseur de développement durable selon vous? Merci beaucoup, merci à nos invités, merci de m'avoir invité à ce panel, merci au grand frère Barthélemy Togo. Et comme vous le dites, bon, j'ai été formé en Côte d'Ivoire. Oui. Je suis venu en Europe et j'ai complété cette formation. Donc, dans ma formation d'ébéniste, moi, j'ai découvert le cocotier. J'ai découvert le cocotier quand j'ai fini, quand j'ai eu mon CAP ébéniste. Je me suis dit, c'est très occidental l'ébénisterie parce que c'est un métier de calcul, c'est très occidental. Quelle sera ma part d'africanité dans le travail que je suis en train d'apprendre? Et donc, je vais à Bassam, qui est la ville artisanale en Côte d'Ivoire, pour apprendre la sculpture. Ça dit, il y a quelque chose dans la tête qui me disait, j'ai envie d'apprendre ce que faisaient mes ancêtres, c'est-à-dire prendre un morceau de bois sans faire de calcul, mais avoir tout dans la tête, tout de suite écrire l'histoire du morceau de bois, l'histoire qu'on a envie de raconter. Et donc, c'est en allant à Bassam, aller apprendre la sculpture, que je découvre qu'on travaillait le cocotier. J'ai été subjugué de voir
ce vieux artisan, monsieur Kouakou, qui n'est plus aujourd'hui en train de tailler le cocotier, je suis resté bloqué devant son stand et je lui dis, mais vous faites quoi avec ça? Il me dit, mais tu ne sais pas qu'on travaille le cocotier? Donc, si tu veux apprendre, ferme-la, assieds-toi et apprends. Regarde, oui, tout à fait. Et donc, j'ai passé une année avec ce monsieur à travailler le cocotier. Parce que le cocotier, ça fait 20 ans que je pratique le design. Et pendant 20 ans, j'ai découvert cette plante sur toute sa facette. Mais tout de suite, ça m'a passionné parce que je me suis dit, mais le cocotier, il pousse tous les 6 ans, tous les 5 ans, tous les 8 ans, tu as un cocotier. Le bois, c'est 40 ans, 50 ans, et encore. Oui. Et on commence à en manquer. Et je me suis dit, cette plante, parce que c'est une plante, c'est pas un arbre, le cocotier, cette plante, si je pratique ce métier de designer, cette plante, il va falloir que je la montre au monde entier. L'énergie qu'il y a à cette plante, il va falloir que je montre au monde entier qu'on peut travailler cette plante. Elle est aussi dure que du bois, elle est aussi magnifique. Et donc, ça a été un sardin, je me suis mis à travailler cette plante. De son côté écologique. Oui. La profusion aussi. De son côté écologique. Absolument. Et c'est une plante qu'on en trouve partout. Oui. Et j'ai pensé aux pays qui n'ont pas d'arbres. Parce qu'il y a beaucoup de pays, il y a des arbres qui ne poussent pas, les pays dans les îles, qui ont plein de cocotiers, qui ne savent même pas les travailler. Et, mais c'est du gâchis. Je me dis, ce n'est pas possible. Parce que chez moi, même en Côte d'Ivoire, le cocotier, quand on le coupe, il finit en feu de bois. Pourquoi? Parce qu'il se consume lentement. Vous pouvez prendre un tronc de cocotier, découper en fagots, pour mettre dans votre cheminée. Vous pouvez passer 1 mois avec, il n'y a aucun souci. Et je me suis dit, on va la travailler. Je vais écrire une histoire avec cette plante qui va permettre aussi aux gens de pouvoir comprendre qu'il faut regarder ce que nous avons. Parce que ce que j'ai constaté, c'est que dans mon travail de design, c'est de produire du mobilier, de la sculpture, de l'agencement. Et bon, je ne sais pas qui nous a fait croire en Afrique que tout ce qui vient d'ailleurs est mieux que ce que nous avons. Mais apparemment, ce que nous-mêmes nous faisons... Exactement, n'a pas de valeur. Je ne sais pas, quelqu'un nous a dit un jour, ce que vous avez, regardez pas. Regardez pour ceux qui viennent d'ailleurs. Parce que c'est bon. Mais non. Donc, à partir de ça, je me suis dit, on va développer un écosystème de mobilier. Et donc, ça veut dire qu'il faut penser travailler cette plante qui est très difficile, très dure, qui a un process. Le plus petit tabouret, la plus petite pièce, du jour de la production jusqu'à la fin, minimum 5 mois, 6 mois. Ce n'est pas le travail, mais c'est tout le process du matériau jusqu'à ce qu'on puisse le vendre pour qu'il soit... Donc, la réflexion fait que nous sommes obligés de travailler des pièces exceptionnelles. Parce qu'on ne peut pas produire du cocotier à des millions d'exemplaires. Oui. Donc, la démarche artistique change. C'est de produire des pièces de qualité. On fait un travail de qualité pour proposer des pièces de qualité parce qu'on travaille un matériau de qualité. Un matériau qui est, certes on en trouve, mais qui est difficile à travailler. Oui, donc, ce qui nous oblige à avoir une pensée de production autre. D'où la question que je me posais aussi, c'est de dire que est-ce que sur le continent, en tant qu'artiste, dans ma direction de créateur de meubles, est-ce que pour nous, c'est important de produire à échelle industrielle? Oui, absolument, ou d'être dans une slow. De la petite production. Oui. Et quand je regarde le monde aujourd'hui tel quel, certes, il y a des choses qu'il faut produire à l'échelle industrielle parce que l'Afrique, voilà, il y a quand même plein de jeunes qui viennent derrière. Donc, à un moment, il va falloir aussi rattraper ce retard. Oui, mais nous autres qui sommes déjà quelque part un peu établis, mais moi, je suis pour de la production de qualité sur le continent, exceptionnelle, pour avoir un marché qu'on peut exporter. Absolument, promouvoir. Parce que nous aussi, on doit exporter. Je veux qu'on produise sur le continent, pas que pour nous. Je veux qu'on produise sur le continent pour nous, mais aussi exporter comme les autres le font. Mais ça tombe très bien parce que j'avais une question par rapport à ce que vous venez de dire sur, par rapport à ce que vous nous racontez. Ça veut aussi dire qu'il y a un travail d'éducation des jeunes artistes sur la possibilité ou ce que nous offre aussi l'Afrique. Vous avez découvert le bois de coco. N'est-il pas aussi dans votre démarche ou dans votre engagement
n'est-il pas important aussi que les artistes, aussi reconnus que vous êtes, puissent transmettre un message aux jeunes générations sur ce que l'Afrique a à nous offrir et donc finalement sur une forme d'art durable qui nous est propre? Ça, le grand frère Barthélemy vient d'en toucher un petit mot, mais c'est nécessaire. C'est tellement important parce que nous, on doit transmettre. Donc moi, quand je vais transmettre, je ne vais pas dire aux jeunes, aller travailler des matériaux qui ne sont pas durables. Oui. Aujourd'hui, chaque artiste du continent, même chaque artiste du monde doit se poser la question. Mm-hmm. Le monde, il est en train de changer, il est en train de basculer. Notre approche de la production, comment on la voit? Il faut qu'on soit acteur du développement de l'Afrique. Et il ne faut pas qu'on soit spectateur. Malheureusement, on est souvent spectateur du développement de notre continent. Oui. Alors que nous, on doit être acteurs. Donc, les jeunes que nous, on doit former ou les jeunes qu'on doit transmettre, c'est tout ça, c'est tout ce bagage-là qu'on doit leur apporter. Leur dire, mais on a plein de matériaux. Quand je tourne, je prends un exemple, je dis souvent, on dit tel matériau noble ou tel matériau noble. Je dis pour moi, tout matériau naturel est noble. C'est nous qui l'anoblissons. Oui. C'est l'artiste ou l'artisan qui travaille ce matériau qui va lui donner cette énergie, qui va lui donner un travail fini, qui va faire que ce matériau va être anobli. Quand je travaille l'os de bœuf, on fait de la marqueterie issue du bois. Mais l'os de bœuf, quand on finit de manger, on jette l'os. Oui, on le jette, oui, effectivement. Moi, je dis le rien. Moi, je travaille le rien. Voilà, ce que les gens voient, mais qu'ils ne voient même pas. Et c'est ce que j'ai envie de révéler au monde. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre à la génération qui vient. Parce que derrière, il y en a plein sur le continent qu'on peut transformer. Quand je vais me balader sur les plages, partout sur le continent où je vais, que je vais trouver des pirogues abandonnées. Des pirogues qui ont été travaillées à l'époque dans des troncs d'arbres. Aujourd'hui, on n'en produit plus ces pirogues. On les fait, on construit à partir de planches. Quand je récupère toutes ces pirogues qui ont été... Parce que les pêcheurs, quand ils ont fini, ils vont les laisser sur la rive. Ils sont fatigués et ces pirogues pourrissent. Et moi, je reprends ces pirogues, je les retransforme et je les donne une seconde vie. Elles deviennent des magnifiques canapés, des magnifiques méridiennes. Voilà. Donc, c'est tout ça qu'on doit regarder. Ce que nous avons, on l'a toujours regardé de l'autre côté. Ce que nous avons, comment on peut le transformer, comment on peut lui donner de la valeur ajoutée. Et c'est comme ça qu'on va, je pense, dans nos pays, commencer aussi à nous en sortir. J'expliquais il y a 2 jours à un ami dans une discussion, j'ai dit à l'époque, on en a parlé même un peu hier, regardez les constructions en Afrique. Quand on va très très loin, nos parents, ils construisaient quoi? Des cases étaient en terre cuite. Nos toits, c'était en paille, de palme, de palmier. Et apparemment, d'autres sont arrivés pour nous dire, oh, mais vous avez des maisons en terre cuite, mais c'est pas la peine. Oh, vos toits sont en paille. Ben non, on va vous envoyer de l'aluminium en toiture. On va vous envoyer. Donc, nous, Africains, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout abandonné dans la technique. Et on a commencé à acheter de la tôle qui vient d'Europe, des choses sont fabriquées. Et aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui nous ont envoyé ces tôles qui nous disent, ah ben, il faut produire l'écologie. Oui, d'où l'importance effectivement de réinscrire là. On avait déjà dans la jeunesse africaine, on a ce truc. Oui, absolument. Et on a tout laissé. Et aujourd'hui, maintenant, on doit revenir en arrière. Donc, à un moment, regardons ce que nous avons, mais regardons-le, mais tranquillement, et avançons avec ce que nous avons parce qu'on a tout. Et des trésors, particulièrement, surtout dans un continent comme l'Afrique. Absolument. Ce qui me fait penser à une question que je peux aussi poser à Barthélemy, qui vous concerne tous les deux. Vous avez un projet formidable également de réhabilitation d'une ancienne déchetterie qui prendra bientôt jour au cœur d'Abidjan. Et vous avez été appelé pour travailler sur ce projet qui traduit bien la thématique d'aujourd'hui. Ce projet traduit-il ou ne traduit-il pas la valeur et l'importance de la créativité artistique ou de l'art de manière générale dans la mise en œuvre de politiques de développement durable? Je me tourne vers vous et ensuite je vous poserai à vous la question, Barthélemy. Évidemment, ce projet, il est dans c'est exactement ce que vous décrivez. Parce que c'est une ancienne déchetterie. La déchetterie, pour ceux qui connaissent peut-être la Côte d'Ivoire ou Abidjan, Akwedo, qui est un quartier d'Abidjan, où début des années 60, début des indépendances, la grande déchetterie d'Abidjan, sur combien d'hectares d'ailleurs, 12 hectares ou je ne sais même pas. Donc des années 60 jusqu'à aujourd'hui, Abidjan qui était une petite ville, la déchetterie était à l'extérieur, et aujourd'hui Abidjan, la déchetterie est rentrée dans Abidjan. Donc c'est plus possible, il faut la sortie de là.
Donc, l'État ivoirien confie à une structure pour proposer un projet. Donc, dans la discussion, il était qu'on fasse un parc sur cette déchetterie-là. Donc, déjà, dans la réflexion, la déchetterie qui a été planifiée pour qu'on récupère le biogaz des déchets qui va alimenter ce parc en énergie qui est complètement autonome, complètement autonome, mais en faisant appel à des designers comme nous, des designers du continent, des designers du pays, pour créer le mobilier de ce parc. Bien évidemment que c'est artistiquement, c'est une valeur ajoutée. Oui. Parce que nous, quand on va créer ce mobilier, moi, je ne vais pas aller chercher des matériaux qui viennent d'ailleurs. Je vais créer ces mobiliers en fonction de l'environnement que j'ai. Donc, je vais chercher les matériaux qui sont dans le pays et on va ensemble développer un nouveau projet de mobilier urbain qui va servir non seulement dans ce parc, mais qui pourra servir aussi dans d'autres parcs à venir, que ce soit en Afrique, oui, ou ailleurs. Absolument. Et ce qui est particulièrement intéressant dans ce projet, c'est que, alors c'est pas la première fois, hein, bien entendu, mais il y a une vraie collaboration entre les structures gouvernementales, étatiques, si je puis dire, avec l'art, les artistes, pour pouvoir avoir une vision sur le développement. Mais je pense qu'aujourd'hui, vraiment, ça c'est vraiment un truc que j'adresse vraiment à tous les pays africains. À un moment, il faut arrêter quand on a des grands projets chez nous. Regardons les acteurs qui sont dans le pays. Oui, y compris la créativité. Bien évidemment, c'est nous qui allons apporter la créativité dans ce que nous proposons. Regardez l'architecture africaine aujourd'hui, comment elle est en train de bouger pour certains architectes. Oui, tout à fait. Parce que la réflexion est en train de se poser. Si on doit, je prends un exemple, on doit construire un bâtiment magnifique au Maroc. Je prends un exemple, je suis au Maroc. Oui. On doit construire un bâtiment magnifique, un bâtiment d'État. Si on doit le confier ce bâtiment à des architectes qui viennent de Pétaouchnok, je ne dis pas qu'ils n'ont pas la réflexion. Non, mais je préfère le confier à des architectes qui viennent d'ici, oui, absolument, qui ont cette sensibilité, tout à fait. qui ont cette connaissance du lieu et qui vont proposer aussi une architecture assez contemporaine que ce qu'on nous propose ailleurs. Donc, voilà, c'est à nous de nous donner la valeur à nous-mêmes. On ne va pas attendre quelqu'un qui va nous donner notre valeur. Ça, moi, je suis... c'est pas de... Et c'est important de le communiquer tout à fait comme... C'est à nous de donner la valeur à ce qu'on fait. On attend toujours que c'est les autres qui vont nous dire « Ah, ça, c'est bien, c'est bien. » Non, on peut savoir que ce qu'on est en train de faire est bien. Sans aucune... Oui, sans aucune voilà. prétention et vision par rapport à ça. Sur cette je pense que c'est comme ça qu'on va construire le continent. Tout à fait. Et vous êtes un de très bons exemples. Enfin, plus que des exemples, que ça se fasse au Maroc, que ça se fasse au Sénégal, modèles, que ça se fasse à Lagos, que ça se fasse à Johannesburg, que ça se fasse à Abidjan. C'est comme ça que nous allons construire le continent. Et donc, je reviens encore au mot du grand frère Barthélemy. Moi j'ai dit Cheikh Anta Diop, Nation Nègre et Culture. Quand je lis ça, nous, artistes africains, nous avons un rôle primordial dans notre société, dans le développement durable. Tout à fait. On accompagne ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Et donc, on doit regarder derrière pour tirer les jeunes et on avance ensemble dans des projets structurés, dans des projets d'avenir et pas refaire encore les bêtises qu'on a fait il y a 50 ans avec, comme disait Barthélemy, tous ces engrais qui sont importés, qui détruisent nos sols. On peut penser autrement en Afrique aujourd'hui, il faut qu'on pense autrement et voilà, on ne va pas attendre les autres pour penser à nos places. Merci. Rapidement à M. Togo sur cette question de la collaboration ou peut-être d'une démarche plus holistique dans les politiques de développement durable avec les artistes. Qu'en pensez-vous de votre côté, M. Togo? Et ensuite, je passerai la parole. Je le ferai. Marie, je t'assure, oui, ça marche. Oui. Je ne sais pas si on vous entend. Sur la question des politiques de développement durable et de l'importance d'intégrer de la créativité et l'art justement dans ces politiques de manière à avoir une vision beaucoup plus large et d'offrir aussi quelque chose aux Africains. Comment est-ce que vous voyez ce... C'est quelque chose que moi personnellement j'avais déjà remarqué qu'il y avait des lacunes sur le continent. Si nos États ne prennent pas la culture comme une priorité, c'est une erreur. Et en tant qu'artiste, je remarque aujourd'hui que sur le continent, les projets culturels sont portés par les Africains et par les artistes africains plutôt.
parce que ce sont eux qui créent à Kinshasa le Kin Art Studio avec Oui. Victoire Moulamboué. À Cotonou, au Bénin, c'est Dominique Zimpe qui crée le lieu unique. À Dakar, c'est Mansour Sis qui crée la Villa Gottfried. À Essaouira, au Maroc, c'est Mustapha Romli qui crée le Centre d'art contemporain de Essaouira et d'Ifitri, et ainsi de suite, sans compter Banjul Station au Cameroun. Oui. Donc, ce sont des artistes eux-mêmes qui ont remarqué que l'État ne prenait pas ce projet de développement culturel comme une priorité et qui avaient des lacunes, et ils se sont mis au travail pour porter eux-mêmes ces projets. C'est un peu difficile parce qu'ils n'ont pas de budget. Ce sont des projets qui n'ont pas de budget. Banjul Station, que j'ai créé, n'a jamais été aidé par l'État camerounais. C'est ma carte bleue qui fait fonctionner Banjul Station, vous imaginez. Oui. Et donc, ce projet économique, ce projet de gérer nos centres reste un peu difficile, mais il faut, je ne sais pas comment, trouver des fondations pour... Des acteurs pour supporter cette démarche. Pour aider les artistes qui montent des projets individuels sur le continent et qui sont très bien porteurs, comme celui de Bill Koelani, un public du Congo, par exemple, qui organise chaque année une rencontre avec ils montent ce projet avec leur carte bleue. Et donc, notre problème aujourd'hui, c'est comment nous aider à continuer à porter ces projets qui sont assez dynamiques sur le continent. Et faire émerger aussi j'imagine, cette grande vision, justement, ces grands engagements de l'art au service du développement durable, puisque c'est très holistique. Hein. Il y a vraiment différents aspects quand on parle de l'art engagé au service du développement durable, puisque le développement durable, on a parlé du réchauffement climatique, mais aussi, bien évidemment, l'aspect social, l'aspect économique, et vous avez de magnifiques projets qui vont dans ce sens, et on espère, comme vous l'avez très bien mentionné, que d'autres projets pourraient être soutenus pour que ça puisse impacter aussi nos populations, nos jeunes générations. Je vous remercie grandement pour votre présence. Je vais maintenant revenir à vous, Monsieur Bertrand Diatang. Bonjour. Bonjour, c'est Bernard Diatang. Bernard, autant pour moi. De rien, c'est pas grave. Merci beaucoup pour votre présence. Alors, Bernard Diatang, comme je l'ai mentionné, est le producteur de Tout est lié et fondateur de l'association AfriClap. J'avais 2 questions précises pour vous, mais je sais qu'on a très peu de temps et veuillez m'excuser, on a un petit peu débordé. C'est un débat et des échanges qui sont toujours très intéressants. Bien sûr. Vous êtes en première ligne de la création cinématographique africaine à travers votre action et vos activités. Je souhaitais vous poser la question suivante. La thématique du changement climatique et ou du développement durable est-elle une tendance dans les œuvres que vous êtes amené à découvrir? Et finalement, qu'est-ce qui vous a amené à produire Tout est lié plus qu'une autre œuvre cinématographique? Je vous remercie pour cette question. Je rappelle effectivement que je suis le fondateur de AfriClap qui est une association qui promeut un festival, le Festival des cinémas d'Afrique de Toulouse, dans la ville de Toulouse, tout simplement. Voilà, depuis quasiment 10 ans aujourd'hui, puisque en 2023, ce sera la 10e édition du festival. Cependant, en tant que programmateur responsable de la sélection des films qui sont mis à la disposition du public de Toulouse et de toute sa région, c'est justement une des thématiques les moins traitées, je veux dire. Voilà, la plupart de nos réalisateurs, de nos créateurs de contenu cinématographique s'intéressent finalement peu, ou alors ne prennent pas encore sérieusement la question là où elle se trouve. C'est-à-dire que des thématiques sur l'immigration, sur la décolonisation, ce sont des thèmes qui reviennent assez souvent, mais qui ne touchent pas, à mon sens, je veux dire, qui ne touchent pas à la question essentielle, c'est-à-dire les causes réelles
Et il faut inscrire notamment le dérèglement climatique dans l'une des causes importantes de l'immigration dans les années à venir. Et donc, pourquoi ne pas s'intéresser à ces thèmes-là? Et donc, partant de là, le film que nous avons fait, que j'ai produit, l'idée m'est venue, c'est dans le cadre de la saison Africa 2020 que ce projet est né déjà. Et quand ce projet est donc né, il était question de proposer quelque chose qui soit commun à nous tous, c'est-à-dire un sujet universel. Et si on parle de dérèglement climatique, c'est les sujets d'aujourd'hui qui touchent aussi bien le monde occidental que l'Afrique. Et en parlant de l'Afrique, on va principalement parler de l'érosion côtière, qui est l'une des conséquences les plus importantes. Il faut savoir que 38 pays africains sont vraiment côtiers ou insulaires. Et donc, la problématique, elle est hyper présente. Elle est d'autant plus présente qu'elle déplace déjà des populations. Même si on en parle peu, il faut le savoir, c'est très sérieux. Et économiquement parlant, ceux qui vivent de la pêche, ceux qui vivent des produits halieutiques sont de plus en plus touchés. Et donc, j'ai voulu utiliser le média qui est le cinéma pour parler de ces questions-là. Parce que l'érosion côtière n'est pas, comme je l'ai dit tantôt, seulement un problème africain, mais il est aussi français, il est asiatique, il est latino-américain. Donc, nous sommes nombreux à être sensibilisés par la question et donc le dérèglement climatique est une réalité. Voilà pourquoi j'ai donc choisi comme thématique de travailler sur cette question-là. Et tout de suite, je me suis dit à qui je devais confier le projet, c'est-à-dire l'écriture et la réalisation. D'une part, j'ai voulu mettre la femme au cœur du sujet, parce que la femme a un rôle important dans nos sociétés. D'autre part, j'ai voulu que ce soit les enfants qui portent la parole, parce que aujourd'hui, l'avenir, ce sont les enfants, c'est ceux qui vont nous relayer, qui sont l'espoir d'un changement de mentalité. Troisièmement, j'ai voulu choisir un pays qui est lui-même victime de cette avancée rapide de l'érosion côtière et le Gabon en fait partie. Et donc, ces éléments ont concouru rapidement à choisir comme terre d'accueil de cette production le Gabon. Et de plus, au Gabon, Nadine Otsobogo, qui est réalisatrice, est également fondatrice d'un festival, le festival de Mazuku, donc un festival sur l'environnement. Et donc, ça m'a semblé tout de suite concordant de travailler avec elle sur ce sujet. Et je suis fier du travail que nous avons pu réaliser. Bravo à vous, c'était un très beau, et vous pourrez lui dire de notre part à tous, j'imagine, c'était un très beau court-métrage. Une dernière petite question très rapide, Oui. après je serai dans l'obligation de clôturer. Vous avez mentionné que le film avait été produit dans le cadre de la saison Africa 2020. Alors, pour l'audience, c'est une initiative qui a été lancée par le président Macron en 2020, si je puis dire, et qui visait à valoriser la culture, la créativité africaine et qui a été gérée ou dirigée sous le commissariat de M. Gomé Fall. Ce projet où Africa 2020 avait pour partenaire les instituts français. Est-ce que ça veut dire que votre court-métrage qui a finalement émergé à partir de Toulouse a également été projeté en Afrique et en l'occurrence auprès des enfants puisque c'est le public auquel il est destiné? Bien entendu. Donc, oui, vous avez bien fait de rappeler que c'est un projet exceptionnel, la saison Africa 2020. Exceptionnel parce que d'habitude, les instituts français reçoivent un pays, mettent en valeur un pays et c'est des échanges culturels. Mais cette fois-là, il s'agissait de tout le continent. Donc, 54 pays devaient déployer comme ça l'ensemble de leur créativité pour mettre la culture africaine, les cultures africaines, pardon, en valeur, mais surtout pour laisser la parole aux Africains eux-mêmes de parler, de valoriser leur savoir-faire et leur création. Et donc, dans ce cadre-là, oui, le film a été fait. Non seulement il a été montré ici, à Toulouse, notamment sur la plateforme de l'Académie de Toulouse. Ça regroupe quand même plus de 4000 établissements scolaires, collèges et élémentaires compris, mais également au Gabon, parce que c'est quand même là où le film a été fait. Donc, il a déjà été montré
au Gabon, à l'Institut français, mais également dans le cadre du festival Mazoukou. Et d'autres dates sont en cours. Il va être diffusé le plus largement possible. Merci beaucoup Bernard, merci beaucoup pour votre présence à ce panel. Alors je vais être bien évidemment dans l'obligation de clôturer. Je vois. Pardon, monsieur. Alors, nous avons une question dans l'audience, c'est ça? Je vous en prie, monsieur. Oui, une petite minute, on y arrivera, oui. Je suis certaine. Oui. Bonjour tout le monde, je vous félicite pour la réalisation de ce forum. Donc, c'est Chahab Nordine, je suis expert international en gestion de déchets, économie circulaire et je me trouve interpellé par pas mal de choses dans ce débat au centre de l'art et aussi de la ressource et le surcyclage ou l'upcycling qui est une chose très importante. J'aimerais juste mettre le cadre de l'économie circulaire. On parle économie circulaire, on parle design thinking, system thinking. Tout est lié, c'est l'effet papillon. Tout, dans le jargon d'écologie, comme je suis écologue de formation, donc parler effet papillon ou parler tout est lié ou parler system thinking, c'est très important, c'est obligatoire dans notre démarche. On parlait donc de pensée globale, mais agir local. C'est très important. Et une chose très importante à dire dans ce sens, et on parle de l'économie circulaire, on parle de la valorisation des déchets, on parle de la valorisation artistique. La valorisation artistique est très importante. Il y a de la valorisation énergétique, il y a de la valorisation matière, mais il y a de la valorisation artistique à prendre en considération, sachant que 80% des problèmes, des produits actuellement, ils sont issus de la phase de design. Donc, parler design circulaire est très important et ça répond à votre question au début de cette discussion avec l'artiste Somia. Je vous félicite fortement avec ce que vous faites pour mettre l'art au centre de développement et merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Hein. Merci. Merci aussi à vous pour votre projet. Je vais redonner la parole à Maryse et je tiens à vous remercier pour ce panel. Merci beaucoup. Merci à vous pour ce panel. Merci aux panélistes. Et merci, monsieur, parce que vous avez fait la conclusion en réalité de ce panel. Donc, je n'ai plus besoin de la faire. Merci. Je vais maintenant appeler...